C'est ce que je ferai avec vous tantôt ici. Sauf il y a un qui demande les critères d'évaluation. Ça, je n'ai pas prévu un texte là-dessus. Mais pour le reste, ce que je ferai tantôt pourra, dans quelques mesures, répondre à vos attentes. Donc, je suis content de trouver que ça ira, ça rejoint ce que vous souhaitez de notre journée pédagogique d'aujourd'hui. Alors, nous passons au premier exposé sur l'évaluation des généralités. Avant de commencer, je vous dis ceci. Souvent, nos étudiants sortent de l'examen déçus. L'examen auquel ils s'attendaient n'est pas celui auquel ils ont eu affaire. Ils ont étudié un grand cours plein de beaucoup de théories, beaucoup d'éléments importants, mais l'enseignant vient poser seulement des petites questions et qui ne couvrent même pas toute la matière. Parfois sur un seul chapitre ou sur un dernier chapitre, alors les étudiants ont bloqué tous les cours sur 90 pages ou de 120 pages. On pose deux ou trois petites questions et ils sont déçus, parfois ils échouent. Alors quand ils échouent, on va dire qu'ils ont échoué parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parfois c'est la faute de l'enseignant qui n'a pas posé les questions sur les éléments importants du cours. Alors, on commence par définir l'évaluation. D'après le dictionnaire, c'est l'action d'évaluer. Et évaluer, c'est quoi? Évaluer, c'est estimer une chose quant à son prix, à sa valeur, à sa quantité et à sa durée. Ça, ce sont les définitions qu'on peut trouver dans les dictionnaires. Et comme nous sommes dans le domaine de la pédagogie, j'ai pris 3 définitions. L'une des légendes, et 2 qui vont venir après de Quetel et Chartrette. Les légendes disent ceci: l'évaluation a pour but de déterminer et d'apprécier les niveaux atteints par un étudiant dans les processus d'apprentissage et de formation relativement aux objectifs d'un cours. Donc, les niveaux atteints par un étudiant en fonction des objectifs d'un cours. Le cours a un certain nombre d'objectifs. L'étudiant est arrivé à quel niveau? Voilà. C'est comme ça que les gendres définissent l'évaluation. Mais que dit Chartrette? Elle dit que évaluer, c'est simultanément porter un jugement sur les résultats d'une mesure. C'est donner une signification à ces résultats par rapport à un cadre de référence, un critère, une échelle de valeur. Et tout ceci dans le but de prendre une décision. C'est là où Chartrette est en accord avec de Quetel, Jean-Marie, qui vient dessous là-bas, qui dit, lui, que l'évaluation est le processus qui consiste à recueillir
un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables, puis à examiner les degrés d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement. Pourquoi? En vue de fonder la prise de décision. Donc, en partant du dictionnaire, on voit que quand on évolue, on mesure. On mesure quoi? La valeur, ainsi de suite. Mais nous sommes dans l'éducation, nous mesurons nous les niveaux atteints par l'étudiant au cours de la formation par rapport à un certain nombre de critères. Et c'est là pour prendre une décision. Une décision. Quand on dit que l'étudiant a échoué, c'est une décision. Quand on dit qu'il passe de classe, c'est une décision. Quand on dit qu'il double, c'est une décision. Donc, cela ne vient qu'après une évaluation fondée sur une mesure faite en rapport avec les critères fixés. Alors, les trois définitions, Legendre, Chastret et Deguetel, vont nous guider pour pouvoir travailler au cours de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision? Premièrement, est-ce que l'étudiant a acquis des notions qu'on lui a enseignées? Est-ce qu'il les a maîtrisées? Est-ce qu'on peut continuer avec lui? Ou bien, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées? Est-ce qu'on peut certifier la compétence qu'il a obtenue, ou bien qu'il a réalisée? Est-ce qu'il a tiré profit de nos conseils, ainsi de suite? Donc, dans chaque cas, pour arriver à prendre une décision, il faut avoir une mesure, donc une évaluation qui va nous aider à décider. S'il dit, voilà, il a atteint le niveau qu'on voulait de lui, il a maîtrisé les notions qu'on lui a enseignées, il peut continuer, ou il peut arrêter, ou il peut doubler, ça dépend. Donc, ainsi de suite. Donc, ce sont les matières sur lesquelles on doit décider après avoir évalué. Mais pourquoi faut-il évaluer? Pourquoi faut-il évaluer? On peut évaluer sur injonction institutionnelle. Comme nous, ici à l'université, notre ministère nous a demandé d'évaluer à la fin du semestre. Nous devons évaluer. C'est une injonction institutionnelle. On doit passer par là. Donc, après avoir donné cours pendant 15 semaines, nous devons évaluer. C'est une injonction institutionnelle. Si on ne le fait pas, nous aurons des amis avec notre ministère éditaire. Ça peut être une injonction du conseil de faculté qui répercute les injonctions du ministère. Ça peut être pour décider du passage en classe supérieure. Ça peut être pour faire une orientation. Comme ceux qui ont des cours à choix. Comment vous appelez ça? Cours à option. Un cours à option. Il faut faire peut-être un concours pour savoir qui peut aller à l'option de l'option. On peut évoluer pour réguler les apprentissages. Est-ce que le niveau qu'on a est suffisant? Il est inférieur, il ne faut pas le relever un peu. Voilà. Ça on peut faire aussi. Et aussi on peut évaluer pour dialoguer avec les autres acteurs de l'éducation. Les professeurs, les parents, les étudiants, et ainsi de suite. Donc, voici les raisons pour lesquelles nous devons évaluer. Et qu'est-ce qu'on va évaluer? D'abord de savoir ce qu'on a enseigné aux étudiants. Les savoir-faire. Par ça, il y a les capacités et les compétences qu'on a développées chez eux. Il y a les comportements, il y a le progrès, ainsi de suite. Donc on a beaucoup
des éléments qu'on doit évoluer. Et on commence par les savoir-faire, les capacités et les compétences, les comportements, le progrès. Voilà les premiers points qui portaient sur la définition de l'évaluation. Il y a l'évaluation diagnostique ou initiale, l'évaluation formative, l'évaluation sommative, l'évaluation certificative, l'évaluation normative, l'évaluation critériée et l'évaluation ipsative. Alors, on va expliquer. Selon les buts et les moyens mis en œuvre pour évaluer, on distingue 6 types d'évaluation. Le premier, c'est l'examen et les tests, ce que nous faisons chaque jour. Deuxième, c'est l'exercice. Troisième, c'est le travail écrit. Quatrième, c'est la situation pratique. Cinquième, c'est l'activité collaborative. Et sixième, c'est la communication. Alors maintenant, revenons pour expliquer chaque type d'évaluation. Commençons par la première évaluation. C'est l'évaluation diagnostique ou évaluation initiale. Les moments est là lié avant de créer une formation. Avant de commencer la formation, on fait d'abord l'évaluation diagnostique. L'objectif, c'est de connaître les forces, les faiblesses, les connaissances et les capacités des apprenants. C'est ça qu'on appelle souvent pré-test. On vient de passer un pré-test. C'est une évaluation diagnostique, une évaluation initiale qui va nous aider à savoir ce que vous connaissez déjà. Et tantôt, quand on va nous donner les résultats, on saura sur quoi il faut beaucoup insister, ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons l'évaluation formative. Le moment, elle arrive dès les premières tentatives de formation. Pourquoi? Pour surveiller l'apprentissage des étudiants et d'obtenir des feedbacks afin d'identifier les lacunes de l'enseignement. C'est important, ont bien été acquises. Évaluer si les connaissances les plus importantes ont bien été acquises. Ce qui fait que dans l'examen, c'est ça l'examen final qu'on pose à la fin. Il faut évaluer les connaissances les plus importantes et non pas les petits détails, les petits liens là-bas, un petit mot. Deuxièmement, pour mesurer l'efficacité de l'apprentissage. Est-ce que mon travail a été efficace? Et voir les réactions des apprenants et les bénéfices qu'ils ont obtenus dans votre cours. On peut aussi faire ça pour voir l'utilisation des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises. Alors comment poser une question qui permet de voir si les étudiants utilisent les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises dans votre cours. 4. Voilà. D'abord, je m'arrête là-bas. Quand vous consultez beaucoup de livres de pédagogie, de psychologie, on s'arrête à ces 4-là. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai vu qu'il y en a qui ont mis 4. Voilà. Mais, parce que celles qui suivent se combinent aux 4 premières. Voilà. On peut faire une évaluation certificative. Bon, c'est pas la fin de la formation. Il vérifie si la formation fonctionne et si, par exemple, votre méthode d'enseignement est adaptée. Ça, on a vu ça.
Maintenant, cinquièmement, l'évaluation normative, voilà. Elle se fait aussi à la fin de la formation. Objectif, comparer les performances d'un étudiant à une norme moyenne. Exemple, une note au niveau national, au niveau provincial, au niveau de l'école, dans un sujet particulier. Si je prends en sociologie, les meilleurs étudiants de l'RDC, à combien en moyenne? C'est ça la norme. Maintenant, on compare avec les étudiants de l'IMD. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme cote en sociologie par rapport à la cote moyenne d'un étudiant de la RDC en sociologie? Si on fait ça, on fait ce qu'on appelle une évaluation. Donc, il passe, on compare les cotes avec une cote moyenne. Ou bien on le fait au niveau de l'école. Au niveau de l'école, quelle est la meilleure cote? Alors, on compare maintenant celle de l'étudiant par rapport à cette cote. Donc, vous voyez, on peut tout en faisant une évaluation formative qui est normative. En faisant une évaluation sommative qui est aussi normative, parce qu'on compare maintenant. D'ailleurs, quand nous faisons la proclamation des élèves, des étudiants, si on ne peut pas faire la proclamation, on le fait seulement au secondaire ou au primaire, on fait aussi une évaluation normative. On classe les étudiants du premier au dernier. Donc, on dit les meilleurs, donc c'est qui a la meilleure cote, et ainsi de suite. Et sixièmement, on a l'évaluation critériée, qui se fait aussi à la fin de la formation. Mais ici, c'est pour mesurer les performances d'un étudiant en fonction des critères prédéfinis. Supposez que le critère est le suivant. À la fin du cours tel, l'étudiant doit être capable de résumer les livres tels en 1000 mots. Voilà. Le critère, c'est résumer un livre à 1000 mots. Un livre de 150 pages. Le résumer à 1000 mots. Voilà. J'ai un critère comme ça. Maintenant, après, je donne un test. Je vois si l'étudiant arrive à résumer un livre de 150 pages à 1000 mots. Donc, en 2 pages. Voilà. C'est un critère. Voilà. Si je fais ça, c'est une évaluation critérielle. Alors, je lui ai appris les techniques pour faire les résumés. Comment on résume un ouvrage, qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'il parvient à faire une synthèse pour donner résumer mon livre à 1000 mots? Voilà, ça c'est un critère. Ça peut être autre chose. Écrire sans faute une dictée de 250 mots. Une dictée de 250 mots, c'est dicte. S'il est sans faute, voilà, voici les critères. S'il a 10 fautes, c'est autant. 20 fautes, c'est autant. Voilà. Si j'ai des raisons pour ça, c'est déjà fait. Donc ça, c'est une évaluation critérielle. Je peux la faire avec l'évaluation formative, comme avec l'évaluation sommative ou ainsi de suite. Et c'est en fait un test qui évalue le programme. Quand le programme est bien fait, est-ce qu'il conduit à des compétences qu'il faut? Voilà. Et enfin, l'évaluation illustrative. Ça, c'est le mot qu'on m'a demandé tantôt ici. Ce type d'évaluation mesure les performances d'un étudiant en rapport à ses performances passées par rapport à lui-même. Pour ceux qui ont fait le latin, ipse, c'est soi-même. Cette méthode vise à inciter l'apprenant à s'améliorer. Donc, comme maintenant, on a fait les prétests. Si quelqu'un avait eu 1 sur 15, alors je verrai
à la fin de la journée, combien il aura sur 15. Voilà. Donc, c'est type de comparaison, résultat du début de la formation à celle de la fin de la formation. Donc, je ne compare pas avec l'ensemble de la classe, je compare chaque étudiant par rapport à lui-même, ce qu'il a fait au début et ce qu'il a fait à la fin. C'est ça qu'on appelle une évaluation illustrative. Ça peut se faire au même moment que l'évaluation sommative, au même moment que l'évaluation normative ou bien formative. Voilà les 7 types d'évaluation. Si nous tenons compte du moment où ça arrive et de l'objectif. Mais si nous tenons compte des moyens utilisés pour arriver à faire ces différents types d'évaluation, là on passe au point 2 qui va nous parler de types d'évaluation qui sont au nombre de 6. Sont les suivants. 1. Examen et test. 2. Exercice. 3. Travail écrit. 4. Situation authentique. 5. Activité collaborative. Et 6. Communication. Alors pour chaque type d'évaluation, je vais donner tantôt une définition et quelques méthodes utilisées pour ça, les avantages et les inconvénients. Alors, nous commençons par les examens, c'est ça que nous faisons souvent. Alors, définition. C'est une activité demandant aux étudiants la restitution d'éléments d'apprentissage ou leur reproduction dans des conditions restreintes de temps et d'espace. Tantôt, je vous dis que les tests ne durent que 15 minutes. Donc, j'ai restreint le temps. J'ai dit que ça doit se faire ici, devant moi, pas à la maison. Voilà. Le temps était restreint. Aussi, l'espace aussi était restreint. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen? On a ce qu'on appelle le chronomètre examen, ou un jeu de questionnaire. Vrai ou faux, c'est VF. QCM, question à champ multiple. Association, développement en cours de long, etc. Et quels sont les avantages des examens? Ils sont rapides à corriger. Ils permettent d'évaluer un grand nombre d'étudiants en même temps. L'interprétation des réponses est peu subjective si nous avons fait appel au QCM, aux questions à champ multiple, ou si ils sont accompagnés par un corrigé bien élaboré. On le verra tantôt. Quatrièmement, ils permettent de diagnostiquer des erreurs d'apprentissage. Et cinquièmement, les questions à champ multiple sont utiles en évaluation formative. Voilà ce que j'ai recensé comme avantage. Les inconvénients sont aussi là. Leur construction est longue et complexe. Ils évaluent les apprentissages en surface. Ils font très peu appel à l'analyse, au jugement et au sens critique. Souvent, c'est définissez, citer, définissez, citer, définissez, citer. Nommer, tout ça. Il n'y a pas de question de jugement, d'analyse sans critique. Ils encouragent les étudiants à apprendre par cœur. Ce qui n'est pas mauvais, mais on bloque toujours. Cinquièmement, ils mesurent l'apprentissage de manière isolée les uns des autres.
chaque enseignant pose les questions de son cours sans penser aux implications de ce cours avec d'autres cours voisins ou similaires. Ils doivent être ajustés, modifiés ou changés chaque année pour contrer le plagiat. Chaque année, on compose de nouvelles questions. Parce que les anciennes sont déjà connues par les apprenants. Et c'est un type d'évaluation qui est anxiogène pour les étudiants. Ils sont anxieux, ils tremblent, ils ont peur, ils sont stressés. Parce qu'ils n'ont pas envie d'échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Voilà une série d'inconvénients qu'on peut trouver pour les examens. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai pris quelques définitions. C'est une activité structurée et adaptée permettant aux étudiants de consolider leurs apprentissages. Ils demandent de restituer, d'appliquer ou d'analyser ce qui a été appris dans une séquence d'apprentissage. Ils se réalisent soit en groupe, soit individuellement. Ça, c'est la définition. Exemple, nous avons ce qu'on appelle, couramment nous avons travail pratique, fiche de lecture, laboratoire, mise en situation, carte conceptuelle, etc. Alors ici, on va expliquer tantôt. Avantage, on va revenir là sur les exemples. Bon, premier point, c'est les problèmes qu'on doit résoudre. Donc ça, c'est ce que nous faisons dans nos TD. Après un cours, on pose un problème. Les étudiants vont résoudre. Bien, ils ont lu un livre, ils font une fiche de lecture. Ce livre que j'ai lu, voilà, l'auteur, tout ça, les résumés, c'est ça. Voilà. Puis, on va aller au laboratoire, ça dépend de ce qu'il y a nous, il faut travailler là-bas. Puis, les TP, ce que nous avons souvent appelé TP, c'est un exercice. Puis, une carte conceptuelle. Ça, c'est... Comment expliquer ça? C'est comme un diagramme qui montre les relations entre les éléments. Donc, si nous faisons un arbre à problème, par exemple, nous créons une sorte de carte conceptuelle. Ça commence où? Ça va où? Quelles sont les ramifications qu'on obtient avec cela? C'est ça qu'on appelle une carte conceptuelle. Donc, on peut prendre un document, un livre, analyser et le traduire dans un schéma qu'on appelle carte conceptuelle, en faisant comme si on faisait un arbre à problème, de la racine, passant par les troncs, les branches, jusqu'au feuillage. La mise en situation, c'est on met l'apprenant dans les conditions réelles. On prend un étudiant d'agronomie, on le met dans une ferme d'élevage où il doit traire une vache. Donc, on le met dans une situation réelle, il fait le travail qu'on lui a appris, comment on peut traire une vache. Voilà. Ça, c'est une mise en situation. On est à la salle d'ordinateur pour faire autre chose. Même s'il y en a qui jouent là-bas, mais au moins dans l'ensemble, ils sont contents de changer d'activité, de changer de salle de travail, d'aller ailleurs. Donc, et cela permet aussi de consolider leurs apprentissages. Mais il y a aussi des inconvénients. Desquels il faut avoir beaucoup d'organisation et beaucoup de matériel. Pour aller au laboratoire, il faut des ordinateurs. Nous avons en agronomie 110 étudiants. Il n'y a que 25 ordinateurs. On doit les amener au laboratoire, voilà les temps qu'ils mettent pour passer. Définition. C'est une activité de rédaction dans un objectif
objective de réflexion, de création, d'élaboration ou de production. Ils se réalisent individuellement ou en équipe dans des conditions de temps ou d'espace gérés par les apprenants, excepté au moment du dépôt. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'extension des écrits. C'est quoi une recension? Quand un livre vient de paraître, vous le lisez et vous en faites une analyse critique que vous publiez. C'est ça qu'on appelle une recension. Ça peut être un résumé, tantôt j'en ai parlé. Ça peut être un rapport de stage. Ça peut être un portfolio. Tantôt. Un portfolio, c'est un dossier. Bon, je donne un exemple. Dans par exemple, la géographie de l'Amérique du Sud, vous n'avez pas le temps d'enseigner tous les pays de l'Amérique du Sud. Vous enseignez un ou deux. Le reste, mettons, voilà, chaque étudiant va chercher de la documentation sur tel pays, tel pays. Et chaque étudiant constitue un dossier dans lequel il a mis des renseignements qu'il a récoltés sur le pays qu'on lui a indiqué, les images, les textes, tout ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle un portfolio ou un portefeuille en français. Discours, de synthèse, résumé critique, etc., etc. Et comme inconvénient, il nécessite un long temps de correction. Sujet à l'interprétation subjective des réponses et au biais des corrections. Effet de halo. Pour ceux qui travaillent dans la pique, effet Pygmalion. Quand on commence au début là, on est plus sévère que quand on a. Alors, si par hasard les derniers déposent là-bas, vous commencez par lui. Le pic rouge saigne. À la fin là, le pic saigne de moins en moins parce que puis la fatigue intervient sur ce point. Et en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Pygmalion, c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui est amoureux, et qui aime quelqu'un trop, et qui veut l'aider à réussir. Donc, il y a des gens qui subissent ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Quand il arrive sur les documents écrits de quelqu'un, c'est inconscient. Moi, c'est le moment pour commencer à mettre des accents, à mettre des S là où on va là-bas, on commence à mettre des S. C'est la même, c'est beaucoup de vous voulez contribuer à la réussite. Si ça vous arrive comme ça, c'est ça qu'on appelle l'effet Pygmalion. Ça vous arrive pas, donc inconsciemment, vous n'êtes pas conscient que vous faites ça. Mais vous voyez seulement vous commencez à. C'était bien aussi là. C'est ça, c'est ça qu'on appelle l'effet Pygmalion. Alors, quand on fait, il faut construire une grille d'évaluation et un corrigé rigoureux, si vous voulez bien être objectif. Et sauf que si on vous demande de justifier votre code, vous prenez votre grille de correction, vous donnez à votre correcteur, corrigez avec moi, voyons ce que ça donne. Il ne faut pas corriger sans grille de correction, sans un corrigé rigoureux, surtout sans quand c'est écrit. C'est pourquoi on a de la peine à coter les mémoires et les textes. Parce qu'il n'y a pas une grille de correction, d'évaluation. Encore un inconvénient, ça exposant l'étudiant à des attentes professionnelles, préparatoires ou terminales dans laquelle il doit démontrer la mobilisation de ses ressources
les performances sont offertes en contexte réel ou en contexte stimulé. C'est quoi par exemple? C'est les stages. Chaque année, nous envoyons nos étudiants en stage. Donc, nous leur donnons une situation authentique. Nous faisons pour les médecins, on fait les examens cliniques. Ou bien on fait une approche par problème ou par compétence, ou bien projet. Visant un apprentissage collectif ou une production. Peut aussi concerner une démarche d'appréciation. De quoi s'agit-il? Ce sont les séminaires, les plénières, les groupes d'experts, les discussions, les jeux de rôle, les débats, la co-évaluation, l'évaluation par les pairs, etc. C'est une activité de production. Le groupe vient de l'association. Qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est rapide à construire. Suscite l'engagement des étudiants par la pression des pairs, favorise l'interdépendance positive, génère l'apprentissage collectif et permet le développement de compétences transversales, collaboration, communication, jugement critique. Comme inconvénient, le contexte est peu contrôlé. Ça demande une participation active des étudiants. Et ça désavantage les étudiants plus introvertis. Les plus ouverts, les plus bavards parlent beaucoup. Et ceux qui parlent le moins sont toujours silencieux, ne disent rien. Ça demande à l'enseignant d'être un bon animateur. Et c'est propice à la gestion des conflits. Il est sujet au biais de correction, notamment lorsque les étudiants évaluent leur pairs. C'est sujet à l'autocongratulation lorsque les étudiants s'évaluent eux-mêmes. Donc, s'ils doivent s'écouter eux-mêmes, ils vont se donner un beaucoup de points. Et comme je dis, ça peut générer des conflits entre les participants au séminaire ou à la plénière. Si il y en a un qui ne supporte pas qu'il soit contredit par un autre, cela peut aboutir à des conflits. Et si on doit corriger, souvent c'est biaisé, surtout si on demande au père de s'écouter même. Et souvent on est très content de soi-même, on dit qu'on a fait du bon travail, même si c'est pas bien. C'est ce que j'appelle ici sujet à l'autocongratulation. Enfin, dernier point de ce sujet, c'est la communication. C'est quoi? C'est une activité de communication individuelle ou en équipe qui permet de rendre publique une production verbale ou écrite témoignant des apprentissages. Il peut se réaliser avec ou sans obligation d'interaction. De quoi s'agit-il? Ça peut être un exposé oral, une affiche, un forum ou un blog. Le premier point, c'est ce que nous faisons souvent. On donne un sujet de travail aux étudiants, après ils viennent exposer devant les groupes. Et on peut aussi faire des affiches. Et mettre, c'est aussi une façon de présenter. Ou un forum de discussion. Souvent, il y a des forums sur le net. Hein. Il y en a un pour les étudiants de l'IMD. Mais souvent, ils disent des bêtises. Hein. Ils ne parlent pas. On peut aussi mettre un blog. C'est une page web de chacun. Vous mettez vos idées. Les gens peuvent contredire ou bien vous appuyer. C'est ce qu'on appelle un blog. Souvent, nous, on n'a pas de blog. Qui en a ici? Qui a un blog? Qui a un blog ici? On n'en a pas.
avantages, c'est rapide à construire, ça permet d'évaluer des avantages au niveau technique plus élevé, les temps de correction peu élevés, s'évalue pendant la prestation. C'est juste après l'exposé, on peut déjà coter l'étudiant qui a exposé. Et ça permet de développer des compétences transversales. La communication, la prise de parole en public, les synthèses. Et comme inconvénient, nous avons une série d'inconvénients. C'est l'interprétation subjective de la prestation. C'est l'enseignant qui dit, bon, c'est bien, c'est mauvais. Il n'y a pas une grille de correction. Et au sujet au biais de correction, notamment lorsque l'étudiant évolue dans les repères, sujet à l'autocomplétation lorsque l'étudiant s'évolue lui-même. Ce type d'évaluation anxiogène crée du stress chez les étudiants. Ce collègue dit, venez en train de vivre, venez ici, voilà, ils viennent là-bas en costume, les jeunes filles en panne, tout ça, alors, avec de hauts talons, déjà, ils sont stressés pour passer devant, c'est ce qu'on appelle évaluation anxiogène. Et c'est là aussi, ça va désavantager les étudiants qui sont introvertis. Les bavards vont vite parler très bien. Les enfants vont avoir de la peine. Et ça va nécessiter une grille d'évaluation rigoureuse. Comment allez-vous coder chacun qui va passer devant pour exposer? La tenue, combien? Le résumé, combien? La diction, combien? Et ceci, combien? Voilà. Enfin, évalue, en plus du savoir disciplinaire, la qualité de l'expression orale de l'étudiant. Voilà, rapidement dit, les inconvénients de la 6e activité d'évaluation, qui est la communication. Et c'est la fin du premier exposé. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'est l'évaluation, les types d'évaluation et comment cela se passe de manière pratique. Je pense que tout a été bien compris en ce qui concerne l'évaluation. Un célèbre auteur, Georges Duhamel, dit « Évalue ta richesse par rapport à l'importance de ce que tu donnes ». Je pense que c'est tout ce que nous a dit tout à l'heure les professeurs Crispin. Nous passons très vite à la phase de l'échange et d'expérience. Je sais que nous allons revenir encore une fois à lui qui pourra nous faciliter cette interaction entre participants que nous sommes après avoir bien entendu tout ce qui a été dit. Nous passons à une phase d'échange et expérience. Nous sommes formateurs sur le terrain, nous avons des réalités par rapport au type de formation présentée ou d'évaluation. Il est là, donc je pense que moi je suis un cordon ombilical entre vous et lui. Entre vous et lui. C'est lui qui a une question, une expérience. Le micro est prêt pour vous être donné. Merci beaucoup. J'ai pas maintenant. C'était tout ce que je voulais demander au facilitateur. Est-ce qu'on peut trouver une explication au fait que les étudiants échouent à une épreuve, mais ils sont contents de l'épreuve? Je parle de l'expérience de ce que j'ai fait moi-même. Dans la plupart des cas, je procède à ce que nous appelons en droit le casus. Ça veut dire que je ne pose pas de questions déjà qu'est-ce que par rapport au point, mais je donne un fait dans lequel on peut trouver les points du cours, des différentes parties du cours. Et on présente ça sous forme de faits, et on devine des questions. Donc j'ai pu constater que, quel que soit le résultat, les étudiants, ils sont contents. Alors comment
C'est ça que j'ai dit tantôt ici. C'est un cas opposé. Il y a des cas où les étudiants quittent l'examen mécontents des questions qu'on a posées. Et son cas, lui, c'est le contraire. Il quitte l'examen content des questions qu'on a posées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a posé les questions sur les compétences de base qu'il a voulu développer chez les étudiants. Les étudiants reconnaissent que voilà ce qu'on nous a enseigné. Voilà les capacités, voilà les habiletés que nous devons développer après ce cours-ci. Là, ils sortent contents, même s'ils n'ont pas bien répondu aux questions. Mais les cas opposés, c'est les étudiants attendent qu'on pose des questions sur les compétences de base, les capacités qu'ils doivent développer après ce cours-là. La fin s'amène avec des petites questions. Que signifie ce petit mot ici? On va définir seulement en 2 ou 3 phrases là-bas. Ainsi de suite. Alors qu'ils ont étudié toute la bonne théorie du cours sur laquelle l'enseignant n'est pas intervenu pour les interroger. C'est le cas ici. Donc ce qui fait que nous devons, parmi nos questions d'examen, non seulement nous limiter, je réponds déjà à une des attentes ici, aux questions de mémoire qui sont les niveaux les plus bas de la connaissance, mais aussi monter dans l'échelle, aller aux questions de réflexion, d'analyse, de jugement, d'évaluation. C'est ça qui arrive à ce moment-là. À ce moment-là, vous aurez 3 groupes de questions. Les questions dites faciles, les questions moyennes, les questions difficiles, pour que tous les niveaux de connaissances soient rencontrés dans votre examen. Ce qui fait que vous devez poser minimum 4 questions pour qu'il y ait au moins une question ou 2 questions faciles, une moyenne, une difficile, ou 2 questions. Vous aurez au moins 6 questions. Ça, c'est quand vous posez, on va en parler plus là. Donc voilà, il faut qu'il y ait. Mais maintenant, si vous ne posez que les questions de ce niveau-là, il y a une faiblesse. Parce qu'il faut que tous les niveaux des étudiants soient rencontrés. Il y a les étudiants très forts qui ont besoin de ce niveau-là de questions. Il y a les étudiants moyens, il y a les faibles dans l'examen. Pensez à tout le monde. Pensez aux questions pour les faibles, pour les moyens et pour les plus forts. Et si les plus forts sont contents des questions posées, mais les plus faibles ne se retrouvent pas. C'est ce qu'il faut sur des questions faibles, moyennes et difficiles. Voilà. Merci, nous passons. Moi, c'est Debse Boujitou, chef de travaux à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je m'en vais d'abord à remercier le professeur qui nous a donné une matière très importante qu'il fallait et au moment opportun. Il y a une question qui parle dans mon esprit, monsieur le professeur. Vous avez dit qu'évaluer ou l'évaluation a pour but de déterminer, apprécier les niveaux que doivent atteindre nos étudiants. Et en posant des questions, on doit se situer à 4 niveaux, où on doit évaluer en tenant compte du niveau des étudiants. Il arrive souvent en pratique que lorsqu'on applique ces principes, on se rend compte qu'il y a des étudiants qui laissent des copies vides. Si, malgré le principe utilisé, la théorie utilisée, il y a des étudiants qui laissent des copies vides, quels conseils pouvez-vous nous donner? Et en plus de cela, je voulais aussi revenir sur la décision. Parce que vous avez dit quand on évalue, c'est pour permettre à celui qui a évalué de prendre des décisions. À cela, j'attribue un peu
la faute ou soit j'attribue l'erreur au législateur, parce qu'on souvent on remarque que lorsque on prend des décisions à la fin de l'année, il y a des étudiants moins forts, moins performants, convaincus par les critères qu'ils ne pouvaient pas passer des promotions, mais dans la prise de décision, peut-être parce qu'on veut avoir un effectif un peu poussé de réussite, on laisse ces étudiants-là passer des promotions. Comme ils étaient convaincus qu'ils n'avaient pas bien réussi, mais par décision du jury, ces étudiants se retrouvent dans les promotions tout le temps. Ne trouvez-vous pas que ce mécanisme peut engendrer une faiblesse dans les jours à venir? Ces étudiants, quelles que soient les questions d'évaluation qui seront posées par les enseignants, ils ne fourniront pas beaucoup d'efforts parce qu'ils savent déjà que les décisions du jury pourront aller en leur faveur. Merci, monsieur le professeur. Me demande un conseil dans le cas où un étudiant lui remet une copie vide. Conseil à lui ou à l'étudiant? Bon, si c'est à lui, d'abord, je me pose la question si il a appris aux étudiants à étudier. Il existe, je ne sais pas si vous vous souvenez, il existe un cours où il existait, je ne sais pas si il était encore, qu'on appelait encadrement. C'est tout un cours qu'on appelle encadrement, où il y avait un enseignant chargé d'encadrer les étudiants pour leur apprendre les méthodes d'études à l'université. C'est dans ce cours-là, c'est donné d'abord en première année comme un cours aligné au programme pendant toute l'année. Dans les années montantes, il y avait des séances comme ça qu'on organisait, où on apprenait aux étudiants comment étudier, comment répondre aux questions. Et pour cela, on leur montrait les questions d'examen qui ont déjà été posées dans leur cours là. Et il y avait une banque de questions à la bibliothèque, tu vas le consulter. Ici, vous apprenez comment répondre aux questions. Est-ce que tout ça a été fait? Je ne sais pas. Si c'est fait, que l'étudiant ne répond pas aux questions, soit il n'a pas étudié, soit vous n'avez pas posé la question de tous les niveaux, des questions faciles, moyennes, difficiles, très difficiles, pour que chacun se retrouve. Parce que tous les étudiants ne sont pas au même niveau. Il y en a les très forts, les très faibles, entre les deux, il y a les moyens et les forts. Donc quand vous examinez, vous tenez compte de cela, qu'il y a des étudiants très forts, très faibles dans votre classe. Donc, vous posez la question à tout le monde. Alors, comment on sait qui paie le plus, paie le moins? Si une question est facile, les plus forts ne vont pas souffrir parce qu'il va répondre. Mais les plus faibles, lui, ne saura pas répondre à une question. Alors, soit il va échouer. Mais au moins, vous avez posé la question, comme l'indiquent les règles de l'évaluation. Alors, il est passé à un autre problème qui n'est pas traité ici. Il dit qu'il constate que on prend des décisions qui ne sont pas bonnes au niveau du jury. Avant d'arriver au jury, d'abord c'est l'enseignant qui prend la première décision. Quand vous dites que tel étudiant a échoué, une décision que vous avez prise. Tel a réussi, vous avez pris une décision. C'est ça. Vous ne pouvez pas comme ça, sans évaluation, dire que tel a échoué. Pour arriver à dire que tel a échoué, il faut d'abord passer par un examen, par un test, par un travail écrit, par un TP, par ici.
C'est après que vous dites allons-y, échec. Moukadi, réussite. Quand nous allons au niveau du jury, ça c'est au niveau central, c'est vous, enseignants de la faculté, qui siégez au jury. C'est vous qui amenez les comptes au jury. C'est vous qui délibérez et qui dites que tel a passé. C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre en dehors de vous qui a décidé. C'est vous ici. Il y avait siégé au jury. Vous qui avez amené les comptes. Pour de mauvaises, je ne sais pas. Quand vous les amenez là, personne ne les contrôle. Quand vous avez les comptes là-bas, personne ne les vérifie. Monsieur le modérateur, Monsieur le facilitateur, je viens vers vous. C'est juste sur les types d'évaluation que vous avez présentés ici. En première position, vous avez présenté 7 types d'évaluation, mais souvent, quand l'enseignant prépare son cours, il doit préciser les étudiants sur les types d'évaluation qui pourra se passer dans ce cours-là. Et le plus souvent, on présente les 3 types d'évaluation. L'évaluation diagnostique, formative et sommative. Maintenant, si je vous ai bien compris, au départ, vous avez présenté l'évaluation diagnostique. Sur l'évaluation diagnostique, souvent, quand nous présentons aux étudiants, nous les présentons les types d'évaluation ou encore ce qu'ils doivent faire concrètement. Ça peut être comme disons les TP, les TD et autres. Mais ici, vous nous avez présenté, je prends l'exemple du pré-test. Est-ce que le pré-test peut être considéré comme une évaluation? Parce que selon vos explications ou selon ce qu'on a vu, l'enseignant se présente avant qu'il débute son cours. Il passe d'abord à ce type d'évaluation. Est-ce que l'enseignant peut prendre en compte cette évaluation-là? Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Est-ce qu'on peut prendre en compte ce qu'on appelle les pré-tests? On peut prendre en compte les pré-tests? Ou encore, oui, s'il peut prendre, vous nous expliquez. Et maintenant, vous nous expliquez où est-ce que vous avez mis les TD, les TP, les TPE, tout ça. C'est ça ma question. Voilà. Si, pour prise en compte, vous parlez des notes obtenues par chaque apprenant, ça non. La prise en compte consiste à savoir qu'est-ce que les apprenants connaissent déjà. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ici, dans votre intervention, sur quoi vous allez beaucoup insister. C'est ça le but de l'évaluation initiale. Souvent, on n'a pas le temps de la faire, parce qu'on est pressé, on commence à réfléchir. Mais ça aurait été mieux de sonder la classe là-bas, des petites questions là pour savoir qu'est-ce qu'ils connaissent déjà dans ce cours-là. Vous savez, est-ce qu'ils sont vraiment nuls ou bien ils ont quelque chose? C'est ça que vous pouvez aussi appeler là-bas les prérequis. Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà pour que vous puissiez y fonder votre cours à vous? S'ils ont déjà beaucoup de prérequis, le cours va aller plus vite. Vous faites que rappeler, puis insister sur les éléments sur lesquels vous avez vu qu'ils ont des lacunes. C'est ça le but. Maintenant, tous les restes, exercices. Merci, monsieur le modérateur, merci, monsieur le bosseur. Moi, j'avais besoin d'une précision. Si dans la composition d'un questionnaire d'évaluation, on a respecté les 3 niveaux. Non, d'abord 3. Donc, les questions difficiles, moyennes et faciles.
et que les étudiants réussissaient en masse. Où est le problème? Soit, ça vous gêne dans le cas contraire, les étudiants échouaient encore en masse. Où est le problème? Alors, quel conseil que vous allez donner? Parce que je me rappelle, par expérience, des fois quand les étudiants échouent, vous déposez les fiches de cotation, on dit « Ah, il a caché les étudiants. » Comment ça saigne. Alors, quand il y a encore beaucoup de réussites, on dit « Ah, comment les étudiants ont réussi en masse comme ça. » Alors, vous, en tant que spécialiste en évaluation, bon, comment vous appréciez cette situation-là dans tous les deux cas? Merci beaucoup. Seront utilisés dans l'évaluation formative. Parce que ça va vous aider à avoir un feedback sur le comportement des apprenants par rapport à votre cours. Est-ce qu'ils comprennent mieux? Est-ce qu'ils ont des difficultés? S'il y a des difficultés, modifiez votre façon de faire. Et maintenant, pour avoir une cote chiffrée qui est prise en compte, notre législation nous oblige à faire passer une interrogation après 15 heures. Parce que tous les TD et tous les TP ne sont pas cotés. C'est pas si tous les TD et tous les TP ne sont pas cotés et ou ne sont pas à côté. Il y en a qui ont fait pour seulement voir si ils ont maîtrisé la matière. Maintenant, si vous voulez avoir les TP cotés, ce sont les TP qui ont été faits devant vous. Pas qu'on a fait la cité, on vient vous déposer le papier. C'est vraiment que de vous. Donc s'ils ont fait le TP à la cité, s'ils font les TP, vous regardez ça. Mais les TP à côté sont les TP qu'on fait devant vous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu plagiat, il n'y a pas eu tricherie. On n'est pas allé dans une même bureautique. On ne fait que changer la passe de garde. On peut les mettre sur vos envois. Non. Et vous avez côté quoi? Si vous voulez un TP côté de côté, on les fait devant vous. Vous êtes là, vous sécurisez. Puis vous donnez la cote. Mais c'est qu'on va faire à la maison. Vous faites un exercice comme ça, c'est fini. Maintenant, les TPI, c'est le travail personnel de l'étudiant. Pour compléter les cours, vous dites voilà, ces cours-ci, j'ai donné seulement 2 théories, mais il y en a 4. Vous allez lire les 2 ici, faites une synthèse, mettre dans votre cours. C'est ce qu'on appelle un TPE. Il y a un livre à la bibliothèque. Moi, je n'ai pas le temps de donner les 4 théories. Je donne les 2 premières. Vous allez lire les 3 et les 4e résumés. Juste au cours, c'est un TPE. Ou bien, moi, je n'ai pas le temps de signer pour vous ceci. Allez chercher un dessin qui illustre ceci dans tel livrage, prenez avec. C'est un TPE. Tout n'est pas à côté. On ne compte que ce qu'on a fait sous votre surveillance. À ce moment-là, vous évitez les plagiats, la tricherie. Hein? Mais c'est dit qu'on est que. Il y a là-bas une bibliothèque où tout le monde va. On ne fait qu'enlever la page de garde, tout le monde va. C'est qui? C'est Karim. Ça, c'est vous qui direz. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je voulais poser la question autour de ce qu'il faut évaluer. Puis c'est là où il y a le problème. On n'évalue pas s'il n'y a pas des objectifs. Et ces objectifs doivent être traduits en des comportements professionnels. Et c'est ce travail-là qui nous manque ici. Puis souvent on se limite à Bloom, le savoir, un peu le savoir-faire, mais l'évaluation du comportement. Puisqu'on nous demande de professionnaliser l'enseignement. Il faut que les cours que nous enseignons soient en rapport avec la profession que l'étudiant va réaliser quand il sera engagé. Alors, les questions du type comportement sont difficilement composables. Comme il y a un chapitre sur la composition des questions, j'espère qu'on va en parler. Parce qu'il faut vraiment
que cela se travaille au sein d'une équipe. Puisque les questions doivent réellement évaluer ce qu'on a arrêté dans la finalité. Puisque un étudiant peut réussir, il a 60%, mais quand il postule à la banque, il passe par les tests psychotechniques. C'est la valeur des tests qui a beaucoup plus d'importance que les questions qu'on pose ici. Alors il faut préparer les apprenants à être prêts à améliorer leurs connaissances en rapport avec la profession. Donc c'est le type de questions qui évaluent les capacités, les compétences, le comportement et les progrès qui nous manquent. Qu'il faudrait que les équipes au sein de l'université puissent travailler sur ça, sur la norme à atteindre, afin que notre université soit bien cotée. Merci. Merci. C'est une contribution du vieux. Merci pour cette contribution du vieux. C'est un vieux loup. Merci, c'est un avis, c'est une opinion très intéressante. Alors, Dominique. Un autre vieux. Merci, monsieur le professeur et le pasteur pour la parole. Dans tout ça, je viens de comprendre que quand on prépare l'évaluation, c'est-à-dire il y a une graduation, l'échelle des questions. C'est-à-dire les questions faciles, les questions moyennes, et enfin, il y a des questions complexes. Ça, c'est ce que nous devons d'abord retenir dans ça. Mais j'ai pensé aussi, comme le prédécesseur venait de le dire, les questions doivent aussi être liées aux objectifs et aux attentes de la société. C'est-à-dire, quand on doit terminer les études, qu'est-ce qu'on doit aller faire? Prenons, nous qui sommes des droits. En droit, la personne peut devenir magistrat, il peut devenir conseiller dans un cabinet où il peut être avocat ou greffier ou un défenseur des droits de l'homme. C'est-à-dire que cette personne-là est appelée aux questions des jugements, aux questions des raisonnements. C'est ce qui fait que dans les questions qui doivent être, qui sont pour la plupart des temps posées, on cherche à voir comment la personne raisonne sur les cas qui sont dans la société. C'est pourquoi l'abbé parlait des cas juste là-bas. Et comment la personne, quand il est en face d'une autorité, comment il peut donner des conseils à l'autorité pour prendre des décisions. C'est ainsi qu'à un moment donné, nous avons pris l'obligation en tant qu'enseignants que nous sommes ici, l'obligation des moyens et non des résultats. Moi, je prends par rapport au cours que j'enseigne, les droits du certificat. C'est-à-dire, nous avons des difficultés parce qu'à partir du premier graduat, les étudiants ont des problèmes. Nous avons ces étudiants-là en troisième graduat. Cette année, je pose des questions comme vous venez de le dire là. Qu'est-ce qu'est la Constitution? Ce sont des questions que je pense déjà passées. Qu'est-ce qu'est la loi? Qu'est-ce qu'est la jurisprudence? Qu'est-ce qu'est la coutume? Je pense que j'ai enseigné, moi-même j'ai enseigné ça. Par rapport aux droits administratifs. Mais en premier graduat, en deuxième graduat, les enfants ont étudié ces histoires-là. Mais vous voyez qu'à ces questions-là, qu'on semble que c'est facile là, ils échouent. Quelqu'un qui est en train de il ne sait pas ce que signifie la Constitution déjà. Mais il a évolué. Maintenant, c'est-à-dire, s'ils échouent, moi j'ai seulement l'obligation des moyens. Dernièrement, les CTDFC, j'étais surveillant. La comptabilité. On sait que c'est lui qui doit, quand on fait les cours de la comptabilité, quelqu'un doit connaître seulement tracer les comptes, faire les bilans et avoir un peu les indices des comptes. Mais j'étais là surveillant, j'ai vu presque la moitié déposer les papiers là vides. C'est-à-dire, alors que l'enseignant, l'obligation des moyens, il a fait tous les moyens et chez lui dans son cours là, les prétextes là, avant de commencer, il fait les prétextes, il pose des questions de comptabilité. Maintenant, il a pris même la chance il leur donne même les supports là gratuitement. Mais vous trouvez que c'est un problème. Nos étudiants d'abord, ils ont un problème, comme vous avez dit là. D'abord la rédaction, écrire. C'est-à-dire, vous trouvez que sur 50 étudiants, vous trouvez que déjà que 28 ont le problème d'abord d'écrire. Seulement écrire les histoires.
Et quand il n'y a même pas de sport, comme maintenant les sports ne sont pas là, c'est-à-dire l'orthographe d'abord des mots que vous êtes en train de prononcer là, l'étudiant ne maîtrise pas ça. Alors, nous pensons qu'à ce niveau, ce qui est très important pour nous, comme nous approchons de la session d'examen, c'est-à-dire que nos questions soient équilibrées, hein, comme nous venons de le dire là, pour que chaque étudiant puisse d'abord se retrouver à ce niveau-là. Mais les résultats, ça dépend de... Parce qu'on ne va pas dire, vous venez de dire ici qu'il y avait un cours tel où on apprenait quelqu'un, maintenant ce cours-là n'est pas là. Ce cours-là actuellement, dans les volumes horaires là, le cours-là n'est pas là. Et nous n'allons pas suivre ces étudiants-là, nous disons non, maintenant rédiger, faites ceci. Alors nous estimons que la matière du jour est capitale, mais c'est aux étudiants aussi, au début de l'année, quand on les encadre, n'est-ce pas, il faut aussi insister sur cela. Il y a même des étudiants qui refusent de faire des internes. Prenons en un droit. Comme ils n'avaient pas payé les Minerval, on a dit qu'ils doivent le faire. Mais j'ai vu l'académie qu'on a insisté, ils ont refusé. Et à la fin, moi, en tant qu'enseignant, je ne suis pas appelé à commencer à les flatter. C'est-à-dire la courbe de cause qui régit la répartition dans les variables. Bon, c'est normal qu'il y ait moins d'étudiants qui ont maximum, et très peu aussi qui ont 0, mais que beaucoup soient au milieu là-bas de la courbe. Si votre courbe est comme cela, donc c'est une bonne répartition. Mais si elle est décalée, soit vers la gauche ou vers la droite, il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce décalage-là massif vers un certain passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'on sait que, oui, c'est la même classe. La même classe que vous avez aussi. On voit les autres qui ont côté. D'autres, c'est pour, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est la même classe? Les mêmes étudiants. Comment c'est 15 enseignants? La cour est peut-être plus normale. C'est les 16e ici. La cour est comme ici. C'est pourquoi on dit ça saigne. Mais ce n'est pas mauvais que les réussissent. C'est pas mauvais que les réussissent. Mais il faut que ce soit normal. Que ce soit normal. Il y ait très peu de gens qui ont 10 sur 10, 9 sur 10. Qui ont 7, 8, 5, 6, 7, 8, 4, 5 minutes, voilà, comme ça. À ce moment-là, tout est pour le monde. Alors, si on échoue, donc si d'abord on réussit trop, il y a aussi un problème dans votre questionnaire. Il est mal composé. Il est mal composé. Ou aussi dessus beaucoup aussi. Questionnaire aussi mal composé. Et quand vous avez composé, on va parler tantôt là-bas, votre questionnaire, vous-même commencez à répondre. Répondez vous-même, composez vous-même le policier. Mais voyez combien de temps vous-même, enseignant, avec les syllabus à côté, vous mettez pour répondre. Maintenant, doublez ces temps-là ou triplez-les pour les étudiants qui le feront sans notes. Et dans des conditions où on les bouscule, où les surveillants sont devenus très méchants. Je voudrais voir, les surveillants. Non. Donc, composez un examen équilibré, vous verrez qu'il ne va pas ça. Et quand ils étudient, ils savent les points les plus importants du cours qui peuvent faire l'objet d'un examen. Mais vous les faire échouer, vous ne posez pas les matières importantes de la vie du cours. Vous laissez tout ça de côté. Vous ne faites rien qui fait avoir que vous cherchez vous. Mais c'est ça. À ce moment-là, c'est ça. Parce qu'on pose des questions sur les compétences de base qu'on a enseignées. Les théories que qu'on a enseignées. C'est ça qu'on doit poser. Mais si vous voulez poser ça, vous avez des petits rien là-bas qui peuvent avoir oublié. Non, ça, ce n'est pas. C'est facile, mais ce n'est pas ça la base du cours.
Puis vous posez un examen, durée 2 heures. Après 5 minutes, vous tournez dehors. Il y a un problème. Examen, durée 2 heures. 5 minutes après, tout le monde est dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont répondu, c'était trop facile. On peut utiliser toutes ces formations-là. Même si les formateurs que nous sommes, nous ne faisons pas appel à tout ça. Normalement, on doit utiliser tout cela. D'abord, il faut d'abord le savoir. Maintenant que vous le savez, vous allez faire ça maintenant. Ça dépend des cas. Je prends par exemple la formation initiale. Vous arrivez dans une cette classe, les premiers jours, votre cours, c'est la sociologie ou quoi, ou la politique, c'est quoi, quelque chose. Vous pouvez, en posant des questions aux étudiants, tester leur niveau, savoir ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Même si ce n'est pas formel comme on l'a fait ici avec un papier appelé pré-test. Mais avant de commencer le cours, vous posez des questions aux étudiants, comme si vous analysez le cours. Les questions sur le cours là, vous pouvez demander si vous connaissez quelque chose de ça. Les théories, les grandes zones qui sont dedans, et tout ça. Vous voyez ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne savent pas. La parole m'accordée. Monsieur le professeur, en tout cas, je pense que j'aurai une réponse à cette préoccupation longtemps sans réponse. Et pourquoi faut-il évaluer? Dialoguer avec les autres acteurs, notamment les parents. J'ai eu un parent, ça fait des semaines, juste maintenant, je n'ai jamais donné la réponse. Parce qu'à l'université, nous gérons tout le monde. Nous connaissons bien les comportements des étudiants qui sont en train d'enseigner. Vous délibérez l'étude devant les étudiants lui-même a son résultat. Il y a des semaines, j'arrive à la maison, 5 minutes après, je reçois une maman qui dit « Dieu merci, j'ai fait 3 courses ici sans vous trouver. » On m'a dit « C'est ici chez vous. » J'ai dit « Vous cherchez qui ?» Il m'a dit « Je vous cherchais. » J'ai un étudiant, il m'a cité les noms, qui avait repris l'année passée, l'année antérieure. L'année passée, il a repris encore. Les enfants nous trompent beaucoup. Juste maintenant, je n'ai jamais une réponse vraiment claire par rapport à son résultat. Est-ce que vous pouvez me dire si mon enfant avait réussi ou il a échoué? C'est là où je demande par rapport à ce dialogue-là. Est-ce qu'on peut donner les résultats d'un étudiant, un responsable comme ça à son papa ou sa maman parce que la délibération a été déjà faite il y a longtemps? On ne donne pas de points forfaitaires. Si l'étudiant n'a pas répondu et qu'il a remis sa feuille vide, là vous donnez 0. Ce qui est mauvais, c'est donner un 0 forfaitairement. Alors, je vous aide à comprendre pourquoi il y a des feuilles vides. Ça, j'ai appris, moi. Il y avait un système de tricherie. Les étudiants ne préparent pas les examens. Ils s'attendent à ce qu'ils vont recevoir une aide de l'extérieur. Alors, quand vous renforcez la surveillance, en ce moment, vous empêchez beaucoup d'étudiants à recevoir l'aide extérieure. Et comme ils n'ont pas préparé l'examen et qu'ils comptaient sur les réseaux d'en haut, alors à ce moment-là, les faits seront vides. Comme maintenant, là, nous avons, avec les doyens, décidé que les téléphones ne sont pas admis dans la salle de l'examen. Vous verrez que ça va encore être un problème. Hein? Alors vous comprenez qu'il y en a qui ne comptaient que sur ça. Dès qu'on donne l'examen, il fait une photo de la question, il envoie à l'extérieur, on répond, on lui envoie, il le met. Maintenant que c'est interdit, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'effets vides comme ça qui vont arriver.
Alors, à ce moment-là, vous avez une trace. Vous avez la feuille de l'étudiant qui a signé sur la fiche de la session, qu'il a fait l'examen, qu'il a remis sa feuille, mais sa feuille n'a pas de réponse. Les zéros là est justifié. Vous ne donnez pas le point fondamental. Si il est mauvais, c'est donner le point sans base. Maintenant là, vous avez une base, l'étudiant a été à l'examen, il a participé jusqu'à la fin, mais il n'a pas répondu aux questions, il a remis la feuille, il dit ok, c'est zéro. Ça ne doit pas vous faire du mal. Maintenant, si c'est 75%. Mais ça ne doit pas vous faire du mal. Vous faites votre rapport que voici. Mais après, il faut étudier pourquoi ils n'ont pas répondu aux questions. Mais ils vont faire pour ça. S'ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas répondu aux questions. Bon. Monsieur Faustin, c'était. Les parents sont souvent victimes des mensonges de leurs enfants. Il y en a qui demandent même l'argent de plaisaille. Comme le papa ne sait pas ce que c'est que fait la plaisaille, on dit on demande l'argent de plaisaille, autant de dollars. On demande ceci. Quand nous on demande ici $10, chez eux là-bas c'est 30. Et ainsi ils ont les reliquats là pour autre chose. Mais si vous connaissez que tel étudiant est dans votre classe, il a été donc délibéré, et que vous connaissez donc les résultats, et vous êtes sûr que c'est son parent, hein? Vous pouvez lui dire, voilà, la vérité c'est ça. Il n'y a rien. Parce que tout ça a été affiché. Hein? C'était affiché. Alors, si c'est affiché public, tu peux communiquer à n'importe qui, à un parent qui est au pouvoir. Ou si c'est encore affiché, vous l'envoyez là où c'est affiché, allez lire là-bas.